Dans le Japon féodal, période marquée par des guerres interminables et des rivalités féroces entre daimyos, sont apparus des personnages mystérieux qui sont devenus des acteurs clés dans les rouages du conflit, les shinobi ou ninjas, comme on les appelle populairement. Contrairement aux samouraïs, connus pour leur loyauté et leur honneur, les shinobi opéraient dans l'ombre, utilisant des méthodes furtives pour atteindre leurs objectifs. L'origine des ninjas remonte au XIIe siècle, pendant la période Kamakura, lorsque l'instabilité politique et la lutte pour le pouvoir ont fait naître le besoin d'espions et de saboteurs. Mais le terme ninja n'a pas toujours été utilisé. À cette époque, la désignation la plus courante était shinobi, que l'on peut traduire par celui qui se cache ou celui qui persiste. Cette description résume l'essence de leur rôle: infiltrer, observer et agir discrètement pour modifier le cours des événements. Contrairement aux samouraïs qui suivaient le code strict du Bushido, les ninjas étaient libres de ses obligations morales et agissaient de manière pragmatique et efficace. Ils ont été embauchés par des seigneurs féodaux, cherchant un avantage au milieu des guerres incessantes de la période Sengoku Jidai, connue sous le nom de l'ère des États en guerre. Tandis que les samouraïs affrontaient courageusement leurs adversaires sur le champ de bataille, les ninjas jouaient des rôles souvent considérés comme indignes: sabotage, assassinat et espionnage. Les premières mentions de shinobi apparaissent dans des documents historiques tels que le Taiheiki, une chronique du XIVe siècle où ils sont décrits comme des maîtres de l'infiltration. Au fil du temps, leur réputation d'agents furtifs s'est développée, même si leur existence était souvent entourée de mystères. Ils devinrent le cauchemar des châteaux fortifiés et l'arme secrète des daimyos les plus stratégiques. Cependant, la véritable montée en puissance des ninjas s'est produite durant la période Sengoku, entre le XVe et le XVIe siècle, lorsque les rivalités entre clans étaient à leur apogée. C'est à cette époque que les clans Iga et Koga, situés dans des régions montagneuses difficiles d'accès, commencent à s'imposer comme centre d'entraînement et d'entraînement des shinobi. Ces compétences uniques en matière d'espionnage et de combat sont devenues si précieuses que même les chefs militaires les plus puissants ont sollicité ses services. Mais qu'est-ce qui rendait les ninjas si craints? Il ne s'agissait pas seulement de son talent au combat, mais aussi de sa capacité à disparaître sans laisser de traces, à s'infiltrer là où personne d'autre n'oserait et à mener à bien des missions impossibles. Le caractère très clandestin de leurs actions les élève au rang de légende, alors qu'ils restent relégués dans l'ombre, rarement célébrés comme des héros. Malgré cela, l'histoire des shinobi ne se limite pas à la trahison et au meurtre. C'est aussi une histoire de survie, d'adaptation et de compétence. Ce n'étaient pas seulement des tueurs, ils étaient des stratèges, des espions, et maîtrisaient un ensemble de techniques qui défiaient les limites de la compréhension conventionnelle. Leur histoire ne peut être racontée sans reconnaître le contexte chaotique dans lequel ils ont vécu et l'impact durable qu'ils ont eu sur le sort du Japon féodal. Ce qui faisait de quelqu'un un shinobi n'était pas seulement sa capacité naturelle ou sa force physique, mais aussi un entraînement rigoureux qui commençait dès l'enfance. Contrairement aux samouraïs, dont la formation mettait l'accent sur l'honneur et la loyauté, les ninjas étaient formés pour survivre et remplir leur mission à tout prix. L'entraînement shinobi était un voyage brutal et exigeant, où l'adaptabilité et la résilience mentale étaient aussi importantes que la force brute. Les enfants destinés à devenir shinobi étaient soumis à des exercices qui renforcèrent leur corps et leur esprit. Ils ont appris à escalader des falaises, à traverser des forêts denses, sans laisser de traces, et à résister longtemps à la faim et à la soif. Il était essentiel qu'un ninja puisse se déplacer silencieusement et efficacement, même sur les terrains les plus difficiles. Les compétences de camouflage ont été raffinées à l'extrême, permettant aux ninjas de se fondre dans leur environnement ou de se déguiser en paysans, marchands et même moines pour éviter les soupçons. En plus du physique, les ninjas ont développé leur esprit. Ils ont appris à observer et à analyser le comportement humain, en utilisant la psychologie pour manipuler les situations à leur avantage. Les maîtres shinobi enseignaient des techniques de mémorisation pour conserver les informations critiques et des stratégies pour improviser dans des situations imprévisibles. Cette maîtrise mentale était complétée par des pratiques méditatives et respiratoires, qui non seulement aidaient au contrôle émotionnel, mais leur permettaient également de rester calmes en période de danger extrême. Un élément fascinant de l'entraînement des shinobi était le kujikiri, une pratique spirituelle basée sur des gestes symboliques de la main représentant des éléments tels que le feu, le vent, l'eau et la terre. Plus que des rituels,
Ces techniques aidaient les ninjas à concentrer leur esprit et même à confondre leurs adversaires au combat. Kujikiri était un pont entre le physique et le spirituel, intégrant le corps et l'esprit comme une unité mortelle et efficace. L'art martial maîtrisé par les ninjas s'appelait taijutsu, une forme de combat à main nue mêlant des techniques de jujitsu, de karaté, d'aïkido et de kung-fu. Contrairement aux arts martiaux traditionnels, le taijutsu a été conçu pour neutraliser un adversaire le plus rapidement possible en ciblant les points vulnérables du corps. L'efficacité était l'objectif principal. Un ninja ne pouvait pas se permettre un combat prolongé, surtout en territoire ennemi. En plus du combat à main nue, les ninjas étaient entraînés à utiliser une large gamme d'armes, des plus mortelles aux plus ingénieuses. Mais ce qui les différenciait vraiment, c'était leur capacité à improviser. Un ninja pourrait transformer un objet ordinaire, comme une canne ou un morceau de corde, en un outil mortel. Cette adaptabilité était cruciale pour leur survie et leur succès. La formation comprenait également des techniques avancées de survie. Les ninjas ont appris à identifier les plantes vénéneuses, à purifier l'eau et à créer des abris improvisés. Dans des situations extrêmes, ils utilisèrent la nature comme allié, déroutant leurs poursuivants en laissant de fausses pistes ou en utilisant le terrain pour tendre une embuscade à leurs ennemis. Chaque aspect de leur formation a été soigneusement conçu pour garantir qu'ils soient maîtres de l'environnement dans lequel ils opéraient. Les ninjas ne suivaient pas le Bushido, le code de conduite des samouraïs qui valorisait l'honneur avant tout. Au lieu de cela, ils disposaient de leur propre ensemble de règles pragmatiques et flexibles. Bien que les détails de ce code ne soient pas tout à fait clairs, ils sont consignés dans des documents historiques tels que le Bansen Shukai, un manuel ninja du XVIIe siècle. Ce texte met l'accent sur l'importance de la patience, de l'observation et de l'adaptabilité, piliers fondamentaux de la réussite d'un shinobi. Un ninja bien entraîné était avant tout un stratège. Il savait que sa mission pouvait déterminer le sort des batailles ou même l'avenir de royaumes entiers. Par conséquent, l'entraînement d'un shinobi n'était pas seulement technique, c'était philosophique. Il devait comprendre l'impact de ses actes et être prêt à sacrifier sa propre vie pour assurer le succès de la mission. Cette combinaison unique de capacités physiques, mentales et spirituelles faisait des ninjas des agents incomparables sur le champ de bataille. Cependant, sa formation ne concernait pas seulement la guerre. De nombreux shinobi ont appris à valoriser l'équilibre entre le corps et l'esprit, comprenant que la véritable force vient de l'intérieur. Cette philosophie résonnait dans leur vie autant que dans leur mission. Si les ninjas étaient passés maîtres dans l'art d'adapter et d'utiliser l'environnement à leur avantage, leurs armes et outils reflétaient cette philosophie. Contrairement aux samouraïs, dont les katanas symbolisaient l'honneur et le statut, les armes ninja ont été conçues avec un seul objectif en tête, l'efficacité. Chaque objet de son arsenal avait un objectif spécifique, souvent associé à la créativité et à l'ingéniosité. L'un des outils ninja les plus emblématiques était le shuriken, également connu sous le nom de étoile ninja. Ces petites lames étaient lancées en séquence, dans le but de blesser et de neutraliser l'ennemi, plutôt que de le tuer directement. Leur forme compacte et leur polyvalence permettaient aux ninjas de les transporter discrètement et de les utiliser dans diverses situations. Un shuriken bien placé pourrait désorienter un adversaire, donnant aux ninjas la fraction de seconde nécessaire pour attaquer ou s'échapper. Un autre objet essentiel était le kusarigama, une arme impressionnante constituée d'une petite faux attachée à une chaîne avec un poids au bout. Bien que difficile à maîtriser, le kusarigama était dévastateur entre les mains d'un ninja expérimenté. La chaîne offrait portée et polyvalence, tandis que la lame coupait avec une précision mortelle. Le ninja pourrait l'utiliser pour désarmer ses adversaires, renverser des chevaliers ou créer de la confusion dans des espaces restreints. Parmi les armes défensives, le makibishi se démarque. Ces petits objets pointus ressemblant à des clous étaient dispersés sur le sol pour ralentir les poursuivants, en particulier sur un terrain sombre ou inconnu. Des chevaux et des soldats sans méfiance ont fini par être blessés lorsqu'ils leur ont marché dessus, permettant aux ninjas de gagner du temps pour s'échapper. Simple et efficace, le makibishi était un exemple de l'approche pragmatique des ninjas en matière de survie. Des outils plus petits, comme le tekokagi, faisaient également partie de l'arsenal. Ces crochets métalliques attachés au poignet étaient utiles au corps à corps, offrant une protection supplémentaire et augmentant la puissance d'attaque. Les kunai classiques, petits poignards multifonctionnels, étaient utilisés à la fois comme armes et comme outils pour escalader les murs ou ouvrir des chemins.
Les armes à feu, introduites au Japon par les commerçants portugais au XVIe siècle, font également partie du répertoire des ninjas. Même s'ils n'étaient pas experts dans l'utilisation de mousquets, comme les samouraïs en combat ouvert, les ninjas ont adapté l'utilisation de la poudre à canon pour créer des explosifs improvisés. Les bombes fumigènes, par exemple, étaient utilisées pour aveugler les ennemis et faciliter leur fuite, renforçant ainsi l'idée selon laquelle l'intelligence et la stratégie dépassaient la force brute. Un autre élément fascinant de l'équipement ninja était le ninjato, ou épée ninja. Malgré l'image populaire d'une épée droite et simple, de nombreux ninjas utilisaient des versions modifiées des katanas et des wakizashi traditionnels. Les lames ninjato ont été conçues pour maximiser l'utilité, avec des poignées creuses pouvant dissimuler de petits outils tels que des poisons ou des fléchettes. De plus, les fourreaux d'épée servaient souvent de tubes respiratoires pour traverser les rivières ou de bâtons improvisés au combat. Mais l'arsenal ninja ne se limitait pas aux armes mortelles. Il transportait divers outils d'infiltration et d'espionnage, tels que des crochets d'escalade, des cordes solides et de petits miroirs pour observer les zones cachées. Chaque élément a été soigneusement choisi pour garantir que le ninja soit préparé à toute éventualité, qu'il s'agisse de traverser une forteresse ou de manipuler l'environnement à son avantage. De plus, les ninjas étaient passés maîtres dans l'art de manipuler les poisons. Ils utilisèrent des substances extraites de plantes et d'animaux pour créer des composés mortels, souvent appliqués sur des lames ou mélangés à des aliments et des boissons. La précision et les connaissances requises pour manipuler ces poisons montraient à quel point le travail d'un shinobi était détaillé et calculé. Une autre ressource essentielle était l'utilisation stratégique des déguisements. Les ninjas pouvaient se faire passer pour des agriculteurs, des artisans ou même des moines, pour infiltrer les territoires ennemis. Les costumes noirs ajustés, popularisés dans les représentations modernes, étaient rarement portés, car ils attiraient plus l'attention qu'ils ne contribuaient au camouflage. Un ninja efficace savait que son arme la plus puissante était sa capacité à se fondre dans son environnement, devenant pratiquement invisible pour ses adversaires. Au cœur des conflits du Japon féodal, les ninjas s'imposaient comme des pièces indispensables pour mener à bien des missions dépassant les capacités des armées traditionnelles. Tandis que les samouraïs combattaient honorablement sur le champ de bataille, les shinobi jouaient des rôles clandestins, défiant les conventions pour garantir l'avantage stratégique de leurs sous-traitants. Durant la période Sengoku Jidai, l'instabilité politique a fait des ninjas une force vitale pour les seigneurs féodaux ambitieux. Ces guerres civiles n'ont pas seulement été menées par des soldats armés, mais aussi par des informations et des tactiques ingénieuses. Les ninjas sont devenus des experts en espionnage, infiltrant les forteresses ennemies pour voler des secrets, identifier les vulnérabilités et signaler les mouvements de troupes. Pour ce faire, ils se déguisent souvent en commerçants, en agriculteurs ou même en moines, agissant sous l'apparence de la normalité tout en collectant des informations cruciales. La capacité des ninjas à s'adapter à n'importe quel scénario les rendait idéaux pour les missions de sabotage. Ils étaient connus pour incendier les entrepôts de fournitures, empoisonner les puits d'eau et même détruire les portes des châteaux avec des explosifs improvisés. Ces actions, bien que considérées comme déshonorantes par la classe des samouraïs, étaient extrêmement efficaces pour affaiblir l'ennemi sans qu'il soit nécessaire de recourir à des affrontements directs. Un autre rôle crucial joué par les shinobi était l'assassinat. Les conflits entre clans ne pouvaient souvent pas être résolus dans des batailles ouvertes et l'élimination d'un chef adverse pouvait changer le cours d'une guerre. Un ninja expérimenté pouvait pénétrer dans les appartements d'un daimyo et accomplir sa tâche mortelle sans laisser de traces. Ces missions nécessitaient de la précision, de la patience et des nerfs d'acier, des qualités qui définissaient les shinobi d'élite. Malgré leur réputation d'assassins, les ninjas n'étaient pas de simples mercenaires. Ils opéraient avec une éthique pragmatique et un sens aigu du devoir envers leurs sous-traitants. De nombreux clans shinobi, tels que les Iga et Koga, ont acquis une réputation basée sur la fiabilité et l'excellence dans leurs tâches. Cela en faisait un choix récurrent pour les seigneurs féodaux qui avaient besoin d'un avantage dans un paysage politique et militaire imprévisible. Un exemple notable de l'impact des ninjas était leur participation à des opérations d'infiltration dans des forteresses apparemment impénétrables. Contrairement aux samouraïs, qui devaient affronter les gardes et franchir des portes renforcées, les ninjas se faufilaient à travers les interstices des murs, les tunnels souterrains ou les zones moins gardées. Une fois à l'intérieur, ils pourraient neutraliser les défenseurs ou ouvrir la voie aux armées pour attaquer facilement.
Un élément essentiel du succès des missions ninja était leur capacité à opérer dans l'anonymat. Ils ont compris que la peur de l'inconnu était une arme puissante. Le simple soupçon qu'un ninja puisse être présent dans une zone suffisait à déstabiliser émotionnellement ses ennemis. Ce jeu psychologique augmentait encore leur efficacité en tant qu'agents de guerre. Toutes les missions n'impliquaient pas de violence directe. Les ninjas jouèrent également un rôle important dans la diplomatie clandestine, agissant comme intermédiaires dans les négociations secrètes entre clans rivaux. Ils ont veillé à ce que les messages et informations sensibles atteignent leur destination sans interception. Ce rôle renforça l'importance des shinobi non seulement en tant que guerriers, mais aussi en tant que stratèges fiables. Il est important de souligner que, même si les ninjas étaient souvent embauchés par les daimyo pour des missions spécifiques, ils étaient également craints et même méprisés par beaucoup. La nature même de leur travail, souvent considérée comme sale ou indigne, les plaçait dans une position ambiguë au sein de la société féodale. Cette ambivalence a contribué à l'aura de mystère qui les entoure encore aujourd'hui. L'un des moments les plus critiques pour les ninjas s'est produit à la fin de la période Sengoku, lorsque les conflits ont commencé à s'apaiser avec l'unification du Japon sous Tokugawa Ieyasu. Dans ce contexte, les services des ninjas sont devenus moins sollicités, mais ils restent une force redoutée et, dans certaines régions, indispensable au maintien de l'ordre. Au centre de l'histoire du shinobi se trouvent les légendaires clans Iga et Koga, dont l'influence a façonné l'art du ninjutsu et les tactiques furtives qui ont défini le ninja tel que nous les connaissons aujourd'hui. Situés dans des régions isolées et montagneuses, ces clans transformèrent leur territoire en centre d'entraînement et de résistance, devenant synonyme de culture shinobi dans le Japon féodal. Le clan Iga résidait dans la province d'Iga, une région montagneuse remplie de vallées profondes et de forêts denses. Cette géographie accidentée offrait non seulement une protection naturelle contre les envahisseurs, mais aussi un environnement idéal pour développer les tactiques d'espionnage et d'infiltration qui allèrent devenir la marque de fabrique des ninjas. Les membres du clan Iga étaient au passé maîtres dans l'art d'utiliser le terrain à leur avantage, créant des embuscades mortelles et des voies de fuite cachées qui déconcertèrent les ennemis les plus expérimentés. Le clan Koga, basé dans la province d'Omi, avait une approche tout aussi efficace, mais adaptée à son terrain distinct. Alors qu'Iga était marqué par des montagnes, Omi était une région de rivières et de zones marécageuses. Les ninjas du clan Koga ont développé des techniques uniques pour opérer dans ces environnements, notamment des méthodes de navigation silencieuse et des stratégies pour échapper à leurs poursuivants en terrain marécageux. Cette spécialisation rendait le Koga indispensable aux seigneurs féodaux qui avaient besoin d'opérer dans les zones côtières ou les régions difficiles d'accès. Bien que les clans Iga et Koga partageaient le même objectif d'excellence en matière d'espionnage et de combat, ils se faisaient souvent concurrence. Cette rivalité a créé une sorte de guerre secrète entre les deux groupes, avec des embuscades, des sabotages et des disputes pour le contrôle des réseaux d'espionnage. Cette compétition a non seulement élevé le niveau de compétence des deux clans, mais a également solidifié leur réputation de premier centre d'entraînement ninja du Japon. L'un des moments les plus emblématiques des clans Iga et Koga fut leur résistance contre les attaques d'Oda Nobunaga, le puissant daimyo qui cherchait à unifier le Japon. En 1579, Nobunaga lança une campagne contre la région d'Iga, déterminé à soumettre les ninjas qu'il représentait. Une menace stratégique pour sa domination. Bien que de nombreux ninjas aient été tués ou capturés, la capacité du shinobi à se cacher et à riposter a rendu cette réalisation plus difficile que ce que Nobunaga espérait. Les survivants de la campagne se sont dispersés dans tout le Japon, emportant avec eux les techniques et les connaissances du ninjutsu, qui ont contribué à perpétuer l'héritage des clans, même après leur apparente défaite. L'impact culturel et stratégique des clans Iga et Koga se mesure également au nombre de maîtres shinobi légendaires sortis de leur rang. Parmi eux, Hattori Hanzo, l'un des ninjas les plus célèbres de l'histoire, était originaire de la région d'Iga. Hanzo servit fidèlement Tokugawa Ieyasu, jouant un rôle crucial dans la survie et l'ascension du futur shogun. Ses compétences de stratège et de guerrier ont fait connaître le nom d'Iga dans tout le Japon, tout en consolidant sa position de figure presque mythologique dans le folklore ninja. Les clans Iga et Koga se distinguaient également par leur approche collaborative au sein de leur propre communauté. Contrairement aux samouraïs, qui agissaient généralement au nom de leurs seigneurs féodaux, les ninjas opéraient en groupes hautement organisés,
avec une hiérarchie horizontale encourageant l'apprentissage collectif. Cette structure a permis aux techniques de shinobi d'évoluer rapidement, intégrant de nouvelles stratégies et outils selon les besoins. Les documents historiques suggèrent que les clans maintenaient une stricte éthique de loyauté envers leurs membres et leur communauté. La trahison ou la désertion était sévèrement punie, et le secret absolu était exigé pour toute opération. Cette culture de confiance mutuelle et de discipline inébranlable rendait les clans Iga et Koga pratiquement impénétrables, même pour les espions extérieurs. Au fil du temps, les clans sont devenus si influents que même le shogunat Tokugawa a compris la nécessité de les contrôler. Sous le gouvernement de Tokugawa Yoshimune, fut créé Oniwa Banshu, une organisation secrète qui recrutait des ninjas, principalement des régions d'Iga et de Koga, pour servir d'espions gouvernementaux. Si cela diminuait l'indépendance des clans, cela garantissait également la continuité de leur tradition et de leur savoir-faire désormais au service du shogun. Parmi les noms qui émergent des ombres de l'histoire des ninjas, aucun n'est plus légendaire que Hattori Hanzo. Également connu sous le nom de Oni no Hanzo, Hanzo le démon, il personnifiait le summum des compétences shinobi et jouait un rôle essentiel dans les événements qui ont façonné le destin du Japon féodal. Né dans la province d'Iga, Hanzo a grandi immergé dans l'environnement qui a produit les meilleurs ninjas de l'époque. Sa formation a commencé dès l'enfance, où il a développé une combinaison mortelle de prouesses physiques, d'intelligence stratégique et de loyauté inébranlable. Hattori Hanzo n'était pas seulement un ninja talentueux, mais aussi un samouraï au service de Tokugawa Ieyasu, l'un des dirigeants les plus influents de la période Sengoku Jidai. Son alliance avec Ieyasu s'est avérée être l'un des facteurs déterminants pour la survie du futur shogun en période de chaos et de guerre. L'une des histoires les plus célèbres, impliquant Hanzo, est le sauvetage dramatique de la femme et du fils d'Ieyasu, retenus en otage en territoire ennemi. Hanzo a mené une mission d'infiltration méticuleusement planifiée, assurant la sécurité de la famille de son maître et renforçant la confiance d'Ieyasu en ses capacités. En plus de ses actions héroïques, Hanzo était un maître stratège qui savait comment utiliser les tactiques shinobi pour créer un avantage au combat. Il s'est non seulement distingué en tant que guerrier individuel, mais il a également organisé et dirigé des groupes de ninjas dans des opérations critiques. Sa réputation de leader impitoyable et visionnaire était si remarquable que, même après sa mort, le nom Hanzo a continué à être utilisé par ses descendants et associé comme titre d'honneur. Hattori Hanzo, cependant, n'était pas le seul ninja légendaire. La période Sengoku a produit de nombreux autres shinobi, dont les histoires restent gravées dans la mémoire culturelle du Japon. L'un de ces noms est celui de Fujibayashi Nagato, l'un des chefs du clan Iga, qui a joué un rôle crucial dans la diffusion des techniques du ninjutsu. Fujibayashi était chargé de documenter de nombreuses tactiques et stratégies utilisées par les ninjas, préservant ainsi leur héritage pour les générations futures, à travers des ouvrages tels que le célèbre manuel Bansen Shukai. Un autre nom important est Momochi Sandayu, qui, comme Hattori Hanzo, était originaire d'Iga. Sandayu dirigeait un réseau de ninjas qui s'étendait sur plusieurs provinces, utilisant son intelligence et son influence pour coordonner des opérations complexes. Il était connu pour sa capacité à unir différents groupes de shinobi sous un objectif commun, ce qui le distinguait comme l'un des plus grands stratèges de son époque. Les histoires de ces ninjas ne se limitent pas aux hommes. Les figures féminines ont également joué un rôle crucial dans le monde shinobi, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, en explorant les kunoichi, les femmes ninjas. Ils complétaient les compétences des guerriers traditionnels, montrant que l'efficacité du ninjutsu résidait dans son adaptabilité et l'inclusion de différentes approches pour résoudre les problèmes. L'héritage de ces shinobi légendaires transcende leur vie. Non seulement ils ont influencé les tactiques de guerre au cours de la période Sengoku, mais ils ont également contribué à définir la perception du ninja comme un personnage énigmatique et très efficace. Même des siècles plus tard, les noms de Hattori Hanzo, Fujibayashi Nagato et Momochi Sandayu continuent d'évoquer le respect et l'admiration tant au Japon que dans le monde. Dans l'univers shinobi, les kunoichi ou ninjas féminines ont joué un rôle central bien qu'ils soient souvent éclipsés par les histoires de leurs homologues masculins. Leur capacité unique et leur capacité à infiltrer des lieux inaccessibles aux hommes en ont fait des agents essentiels dans les missions d'espionnage, de sabotage et d'assassinat. Alors que les ninjas conventionnels s'appuyaient sur la furtivité et la force physique,
Les kunoichi combinaient intelligence, manipulation et déguisement pour atteindre leurs objectifs. L'entraînement d'une kunoichi a commencé de la même manière que celui des ninjas masculins, en se concentrant sur les compétences physiques et mentales. On leur a appris à grimper, à se camoufler, à se battre et à survivre dans des conditions défavorables. Cependant, la formation des kunoichi allait plus loin, incluant des techniques spécifiques d'infiltration et de persuasion. Ils ont appris à manipuler les situations sociales, en exploitant les préjugés et les attentes de l'époque pour passer inaperçus ou accéder à des lieux restreints. Les déguisements étaient l'un des outils les plus puissants de la kunoichi. Ils assumaient souvent des rôles tels que serviteurs, servantes ou cuisiniers, profitant de la confiance et de la sous-évaluation des occupants des châteaux et des forteresses. Certains se faisaient passer pour des geishas, des artistes traditionnels qui divertissaient des personnalités de haut rang. Ce déguisement permettait non seulement aux kunoichi de se rapprocher de leur cible, mais leur donnait également accès à des informations confidentielles lors des moments de vulnérabilité de leurs adversaires. En plus de l'espionnage, les kunoichi étaient des experts en sabotage silencieux. Ils pourraient empoisonner la nourriture, saboter les armes ou même créer des distractions à des moments critiques. Dans de nombreux cas, leur mission était de préparer le terrain pour une invasion ninja ou de déstabiliser les défenseurs d'une forteresse avant une attaque. Ces opérations nécessitaient une précision et un contrôle émotionnel extraordinaires, des qualités que kunoichi a cultivées au fil des années d'entraînement. Bien qu'elles soient très efficaces dans les missions furtives, les kunoichi étaient également de redoutables combattants. Ils utilisaient des armes compactes et discrètes, comme des poignards, des shurikens et des garrottes, qui pouvaient être cachées dans leurs vêtements. De plus, ils maîtrisaient des techniques de combat au corps à corps, privilégiant la vitesse et la létalité. Son approche pragmatique du combat reflétait la philosophie shinobi. Gagner était plus important que se battre équitablement. Parmi les noms les plus notables de l'univers kunoichi figure Mochizuki Chiyome, une femme légendaire qui a créé un réseau d'espions pendant la période Sengoku. On raconte que Chiyome recrutait des orphelins et des femmes marginalisées, les formait aux arts du ninjutsu et les transformait en agents fidèles. Ces femmes ont mené des missions allant de l'infiltration à la diffusion de fausses informations, contribuant ainsi à façonner le cours des conflits régionaux. Les kunoichi féminines, comme leurs homologues ninjas masculins, opérèrent sous un voile de discrétion, mais leur présence était vitale pour le succès de nombreuses missions. Leur capacité d'adaptation à différentes situations, combinée à un entraînement rigoureux, en faisèrent de redoutables adversaires, même contre les samouraïs les plus habiles. Malgré leur efficacité, les kunoichi étaient stigmatisés au sein de la société féodale japonaise. En tant que femmes agissant en dehors des normes traditionnelles, elles étaient souvent considérées avec suspicion, voire mépris. Cependant, cela a également joué en leur faveur. Sous-estimés par leurs ennemis, ils ont pu s'infiltrer et accomplir des missions qui seraient impossibles pour d'autres. La présence de la kunoichi dans le monde du shinobi a bousculé les conventions du genre et montré que le ninjutsu était avant tout un art d'adaptation et de créativité. Leur capacité à transformer les vulnérabilités perçues en armes stratégiques reflète l'esprit d'innovation qui définit les ninjas dans leur ensemble. Plus qu'une simple pratique de combat ou d'espionnage, le ninjutsu était un art complexe, mêlant science, stratégie et philosophie. Développé au fil des siècles, cet ensemble de compétences reflétait l'essence du shinobi, l'adaptabilité, la précision et la capacité à transformer l'environnement en armes. Le ninjutsu n'était pas seulement une technique de guerre, mais un mode de vie qui exigeait que les ninjas maîtrisent complètement leur corps, leur esprit et leur âme. Au cœur du ninjutsu se trouvaient les techniques d'infiltration et d'espionnage. Les ninjas ont appris à se déplacer silencieusement, profitant de l'obscurité et des obstacles naturels pour se cacher de leurs ennemis. Cette compétence était complétée par l'utilisation de déguisements et de camouflage. Un shinobi bien entraîné peut se fondre dans n'importe quel environnement, qu'il soit un villageois ordinaire ou un artisan itinérant. Leurs vêtements et accessoires dissimulaient souvent des outils utiles, leur permettant d'improviser dans des situations imprévues. L'une des pratiques les plus impressionnantes du ninjutsu était l'utilisation stratégique de l'environnement. Les ninjas étaient entraînés à observer et à manipuler le terrain autour d'eux, créant des pièges naturels ou profitant des angles morts pour tendre une embuscade aux ennemis. Ils maîtrisaient les techniques permettant de traverser des terrains difficiles, tels que les marécages, les forêts denses et les montagnes escarpées. Ce lien intime avec la nature
a non seulement augmenté leur efficacité lors des missions, mais a également renforcé leur capacité de survie. De plus, le ninjutsu comprenait l'étude des poisons et de la poudre à canon. Shinobi savait comment préparer des composés chimiques pour neutraliser les ennemis ou créer des explosions contrôlées. Ces connaissances étaient souvent appliquées au sabotage, comme l'empoisonnement de puits d'eau ou la création de diversions dans les forteresses ennemies. Même si les samouraïs considéraient ces tactiques comme déshonorantes, elles constituaient des outils essentiels pour les ninjas, dont la priorité absolue était l'efficacité. Le combat était un autre pilier du ninjutsu, et les techniques développées par les shinobi reflétaient le besoin de vitesse et de furtivité. Le taijutsu, l'art du combat à main nue des ninjas, a été conçu pour neutraliser les ennemis avec des mouvements rapides et mortels. Contrairement aux autres arts martiaux traditionnels, le taijutsu ne mettait pas l'accent sur les combats prolongés, mais plutôt sur l'exploitation des faiblesses pour vaincre l'adversaire dans les plus brefs délais. La formation aux armes était tout aussi diversifiée. En plus des outils traditionnels comme les shurikens et les kusarigama, les ninjas ont appris à improviser. Un morceau de corde, un bâton ou même des pierres pouvaient être transformés en armes efficaces. Cette approche pratique était le reflet de la philosophie ninja. Utiliser ce qui est à portée de main pour survivre et triompher. Un autre élément fascinant du ninjutsu était la pratique du kujikiri, ou coupe de 9 syllabes. Cette technique combinait gestes manuels, respiration contrôlée et méditation pour se concentrer sur l'esprit et le corps. Bien qu'il ait une connotation spirituelle, kujikiri avait également des applications pratiques, aidant les ninjas à garder leur calme dans des situations de haute pression ou à surmonter les barrières psychologiques. C'était un outil pour aligner le physique et le mental, permettant aux shinobi d'opérer avec une précision chirurgicale. Le Bansen Shukai, un manuel du XVIIe siècle, est l'une des principales sources historiques sur le ninjutsu. Ce texte détaille les différentes pratiques des ninjas, des tactiques d'infiltration aux techniques de survie. Il souligne l'importance de la patience, de l'observation et de l'adaptabilité, caractéristiques fondamentales pour tout shinobi qui réussit. Bansen Shukai souligne également que le ninjutsu était plus qu'un ensemble de compétences techniques. C'était une philosophie qui intégrait le corps, l'esprit et l'environnement dans une unité cohérente. Bien que les techniques du ninjutsu aient été développées dans un contexte de guerre, nombre d'entre elles ont survécu et évolué au fil du temps. Les arts martiaux modernes, comme le ninjutsu contemporain, intègrent encore des éléments de ces pratiques anciennes. De plus, l'état d'esprit d'adaptabilité et d'efficacité des ninjas continue d'inspirer les stratégies de survie et de planification dans divers domaines. Avec l'unification du Japon sous le commandement du clan Tokugawa, le besoin de shinobi commença à diminuer. L'ère Sengoku, marquée par des guerres civiles incessantes et des intrigues politiques, a cédé la place à une période de paix relative qui s'étend sur près de 300 ans. Dans ce contexte, les services des ninjas, autrefois indispensables, étaient perçus comme les traces d'une époque mouvementée que le nouveau régime cherchait à surmonter. Le shogunat Tokugawa a établi un gouvernement centralisé qui mettait l'accent sur le contrôle et la stabilité. Cela comprenait des mesures strictes pour limiter les conflits entre les daimyo, les principaux entrepreneurs shinobi, pendant la période Sengoku. Pour s'assurer que ces clans féodaux ne menacent pas leur autorité, le shogun imposa des lois qui restreignaient la formation militaire et les actions indépendantes, sapant ainsi la base d'opération des ninjas. Malgré cela, Tokugawa Ieyasu reconnut l'utilité du shinobi et créa une organisation officielle appelée Oniwabanshu. Composée de membres des clans Iga et Koga, cette force secrète avait pour objectif de surveiller les daimyos, d'enquêter sur les cas de corruption et de prévenir les rébellions. Si cette mesure a maintenu certains ninjas actifs, elle a également transformé sa fonction, les retirant des missions d'infiltration et de combat qui ont défini leur réputation. La modernisation du Japon pendant la restauration de Meiji, qui a commencé en 1868, a apporté des changements encore plus drastiques qui ont scellé le sort de shinobi. L'introduction de technologies occidentales, telles que les armes à feu avancées et les systèmes de surveillance modernes, a considérablement réduit la pertinence des techniques traditionnelles en ninjutsu. De plus, l'extinction officielle de la classe des samouraïs et la restructuration des forces armées ont éliminé la nécessité d'agents clandestins tels que les ninjas. Sans demande pour leurs compétences, de nombreux descendants de shinobi ont abandonné leurs pratiques ou ont migré vers d'autres domaines. Certains sont devenus des artisans,
des agriculteurs ou même des professeurs d'arts martiaux, tandis que d'autres préféraient garder leurs compétences secrètes, les transmettre uniquement au sein de leur famille. Ces efforts ont aidé à préserver les fragments de ninjutsu, mais leur application pratique au Japon moderne est devenue de plus en plus rare. Le déclin de shinobi ne signifiait pas la fin de leur influence. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les officiers japonais ont utilisé des principes en ninjutsu, en espionnage et en formation de guérilla. De plus, l'image des ninjas a été romancée dans les histoires, les films et la littérature, perpétuant sa légende bien au-delà des frontières du Japon. Bien que shinobi ait disparu en tant que classe fonctionnelle, leur héritage culturel a prospéré, devenant un phénomène mondial. De l'ancien Japon au cinéma moderne, les ninjas ont transcendé leur origine historique pour devenir des icônes universelles du mystère, des compétences et de l'ingéniosité. Son image a été façonnée par les faits et la fiction, créant un équilibre entre l'histoire et le mythe qui continue de capturer l'imagination de millions. Au Japon, le romantisme autour des ninjas a commencé pendant la période Edo. C'est à cette époque que le Kodan a émergé, des narrations orales qui dramatisaient les exploits de shinobi. Ces contes, bien que basés sur des événements historiques, ont souvent exagéré leurs compétences, dépeignant les ninjas comme presque surnaturels, capables de disparaître dans des nuages de fumée, de marcher sur l'eau et d'escalader les murs impossibles. La littérature sur la période d'Edo a également joué un rôle clé dans la construction du mythe ninja. Des œuvres telles que Ninpocho de Futaro Yamada, mixtes d'éléments historiques avec fantasmes, établissant les fondements de ce qui allait devenir la perception moderne des ninjas. Ces récits ont créé une vision romantique et énigmatique du shinobi, mettant en évidence leurs compétences extraordinaires et leur dévouement aux missions impossibles. Avec l'avènement de la modernité, le cinéma et la télévision ont pris le mythe de ninjas au-delà des frontières du Japon. Ces productions ont présenté le shinobi comme des maîtres des ombres, armés d'épées et de shurikens, combattant l'oppression dans un monde féodal. Lorsque la culture ninja est arrivée en Occident, elle a été rapidement assimilée et réinterprétée. Aux États-Unis, au cours des années 1980, les ninjas sont devenus des protagonistes de l'action et des films d'arts martiaux. Des films comme American Ninja et Enter the Ninja ont présenté le public occidental au concept de guerrier furtif, bien qu'ils déforment souvent les détails historiques en faveur de scènes d'action exagérées. Dans le même temps, l'émergence de bandes dessinées et de jeux vidéo a en outre consolidé le ninja comme une figure emblématique de la culture pop. Des personnages comme Ninja Turtles, créés dans les années 1980, ont combiné l'humour et l'aventure pour capturer l'imagination d'une nouvelle génération. Des jeux vidéo comme Ninja Gaiden et Tenchu ont offert des expériences interactives qui ont permis aux joueurs d'explorer le monde fictif des ninjas, renforçant leur présence dans les médias mondiaux. L'influence des ninjas s'est également étendue au monde de l'animation japonaise, ou de l'anime et du manga. Des séries comme Naruto, l'une des plus populaires du genre, ont réinventé les ninjas dans un contexte fantastique, combinant des éléments traditionnels en ninjutsu avec des compétences surnaturelles. Malgré les libertés créatives, Naruto a maintenu des thèmes centraux de l'héritage shinobi, comme la loyauté, le sacrifice et la lutte pour la survie dans des circonstances défavorables. De plus, la figure du ninja a continué à être associée à des valeurs d'intelligence stratégique et de discipline, devenant une inspiration dans plusieurs contextes modernes. Dans les entreprises et les organisations, le terme ninja est souvent utilisé pour décrire des individus hautement qualifiés dans leur domaine, reflétant l'idée d'excellence et d'adaptabilité que shinobi personnifie. Au Japon contemporain, l'héritage des ninjas est conservé dans les festivals et les musées dédiés à son histoire. Des endroits tels que le musée Higas-ryu Ninja et le musée Koga-ryu Ninja offrent une vue détaillée des pratiques et des outils utilisés par shinobi, attirant des touristes du monde entier. Ces efforts célèbrent non seulement le patrimoine culturel des ninjas, mais aident également à séparer les mythes des réalités historiques. Cependant, c'est précisément ce mélange de mythes et de réalités qui rend les ninjas si fascinants. Bien que les représentations populaires exagèrent souvent leurs compétences, elles mettent également en évidence les aspects centraux de leur identité, l'ingéniosité, la résilience et la capacité de surmonter des défis apparemment insurmontables. Ces attributs transcendent le temps et la culture, ce qui rend les symboles universels ninja de la persévérance et de l'adaptabilité. La culture ninja continue d'évoluer, s'adaptant aux nouveaux médias et au public moderne.
Des films hollywoodiens aux séries d'animes, la figure du ninja reste pertinente, repensée et réinterprétée pour chaque génération. Malgré leurs origines historiques dans une ère des guerres et des intrigues, les ninjas sont devenus des archétypes intemporels, représentant la lutte pour la survie et la capacité de se réinventer. Les shinobi ou ninjas n'étaient pas seulement des guerriers fantômes, mais aussi des agents qui ont contesté les conventions de leur temps. Opérant dans un monde d'intrigues et de batailles incessantes, ils ont transcendé la définition traditionnelle des combattants, montrant que l'intelligence, la stratégie et l'adaptabilité pourraient être aussi efficaces que la force brute. Au Japon féodal, alors que les samouraïs étaient les piliers d'honneur et d'ordre, les ninjas étaient les maîtres de l'imprévisibilité et de l'ingéniosité. Ils ont rempli un vide stratégique que les armées traditionnelles ne pouvaient pas aborder, agissant sur des missions où la discrétion et la furtivité étaient plus précieuses que le courage dans le domaine ouvert. Ces missions, souvent considérées comme déshonorantes, étaient en fait essentielles au succès de nombreux seigneurs et clans féodaux. L'impact des ninjas ne peut être mesuré que par leurs actes d'espionnage ou de sabotage, mais aussi par la peur psychologique qu'ils ont inspirée. La simple rumeur selon laquelle un shinobi pouvait être sur le tronçon était suffisant pour déstabiliser la moralité des armées et des dirigeants. Cette aura de mystère en a fait une force invisible et intangible, dont les effets dépassaient les résultats directs de leur mission. Cependant, avec la transition du Japon à une période de paix prolongée pendant le shogunat de Tokugawa, les ninjas ont été confrontés à un dilemme existentiel. Leur pertinence en tant qu'agents de guerre a diminué et ils ont dû trouver de nouvelles façons d'appliquer leurs compétences ou de préserver leurs traditions. Certains sont intégrés dans la société en tant que professeurs d'arts martiaux, tandis que d'autres ont disparu des pages de l'histoire, permettant au mythe de remplacer la réalité. Aujourd'hui, les ninjas symbolisent bien plus que des agents furtifs. Ils représentent l'adaptabilité en période d'adversité, l'ingéniosité face à l'impossible et la capacité de fonctionner au-delà des règles conventionnelles. Ces valeurs transcendent les barrières du temps, faisant du shinobi non seulement une partie fascinante de l'histoire japonaise, mais aussi une source d'inspiration pour le monde moderne. Alors que nous avons passé en revue sa trajectoire, de ses origines dans les montagnes d'Iga et de Koga, en sa transformation en icône culturelle mondiale, il est impossible d'ignorer la complexité qui définit les ninjas. C'étaient des héros et des méchants, des symboles de pragmatisme et d'agents du chaos, tout en même temps. Cette ambiguïté fait partie de ce qui les rend si intrigants et difficiles à classer. La plus grande leçon de shinobi est peut-être que même dans l'ombre, il y a de la place pour briller. L'histoire des ninjas nous enseigne que les limites peuvent être surmontées avec la créativité et la détermination, et que le vrai pouvoir réside souvent dans ce qui est invisible et inattendu. L'héritage des ninjas persiste, non seulement dans les histoires et les représentations, mais dans les valeurs qui continuent de résonner. Après tout, dans un monde qui nécessite une adaptation constante, nous pouvons tous apprendre quelque chose des maîtres des ombres. Avez-vous aimé en savoir plus sur Shinobi et leurs histoires? Laissez votre commentaire sur la stratégie ou l'arme ninja que vous avez trouvé le plus fascinante. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas perdre plus d'histoires épiques comme celle-ci. Dans la vidéo suivante, parlons de Black Samurai Yasuke et de son voyage unique au Japon féodal. En attendant,